Welcome. Bonjour à l'École de la fonction publique du Canada pour notre café virtuel où nous aurons des conversations avec des vrais cafés. Donc, allez chercher votre café et asseyez-vous devant votre ordinateur pendant 1 heure pour en apprendre plus sur quelque chose qui vous intéresse et sur la fonction publique. C'est la journée d'un gros événement chez nos voisins du Sud demain et cela influera non seulement sur ce qui se passe au Canada, mais dans le monde entier. Nous allons donc un peu parler de l'état du monde et jeudi, le 21 janvier, de 13h30 à 14h30, nous aurons notre deuxième café virtuel de la semaine afin de discuter des rapports canado-américains avec la nouvelle administration Biden. Aujourd'hui, 1200 personnes sont en ligne et donc c'est un bon auditoire pour un sujet important. Nous avons deux invités aujourd'hui. Le premier, c'est le professeur David Carman, qui est professeur à l'Université Carleton et chercheur à l'Institut canadien des affaires mondiales. Et la deuxième invitée, c'est Anne Fitzgerald, qui est professeure à l'Université Wilfrid Laurier et directrice de la Bell City School of International Affairs. Bienvenue à nos deux invités. Anne, il y a un gros événement demain, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Merci infiniment de m'avoir invité à vous joindre à vous ce matin. Qu'est-ce que l'événement de demain signifie? Eh bien, l'Amérique doit tout d'abord s'occuper de ce qui se passe sur la scène nationale. Il y a beaucoup de réparations à faire à la maison. On ne sait pas trop quel sera l'impact de cela sur la scène internationale. L'interprète vous signale que le son ne nous permet pas nécessairement une interprétation complète. Monsieur Biden a cristallisé déjà certains rapports dans le monde à divers endroits, comme avec l'Ukraine. Les États-Unis ont un gros investissement en Ukraine, également avec le Royaume-Uni. La situation entre l'Ukraine et la Russie ne s'arrange pas. Donc, les États-Unis seront tournés sur eux-mêmes, mais on verra quand même une certaine continuité avec certains États du monde. Est-ce que M. Biden, le président Biden, pourra reprendre toutes les relations multilatérales, régionales ou sous-régionales qui ont été appuyées par les États-Unis au fil des ans? C'est pas clair. Les États-Unis sont en guerre à plusieurs endroits depuis 2001. Des décisions stratégiques seront prises. Dans certains cas, il y aura des retraits. Dans d'autres cas, un renforcement militaire. On a déjà vu le début de cette tendance depuis quelques années. Je ne pense pas qu'il y aura un revirement à ce niveau-là. Merci. David, que signifie cet événement important de demain pour la planète entière? Si vous m'aviez posé la question il y a 2 mois, j'aurais dit qu'il s'agit de diplomatie et encore de diplomatie. Vous savez, le résultat est arrivé en novembre après les élections. J'ai regardé les recommandations proposées par Biden pour se réengager avec le monde, mais depuis quelques semaines, on voit que des mesures ont été adoptées par l'administration actuelle pour miner les rapports avec le reste du monde. On a puni l'Iran, la Chine, on a imposé d'autres sanctions à la Russie, ce qui rendra la vie fort difficile pour nos alliés. Il y a 2 mois, j'étais très optimiste. Je le suis moins maintenant. Joe Biden
pourra remettre les États-Unis sur la carte. C'est ce qu'il a dit pendant les élections. Même notre premier ministre, qui a été réélu en 2015, voulait faire cela. Que dire du nouveau multilatéralisme? Les alliances sont moins solides, les institutions ont été affaiblies pour gérer la géopolitique et les rapports entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Depuis 20 ans, on a pu ce système uni avec un seul pôle. Maintenant, il y a beaucoup de pôles. La Chine est le seul pays qui aura connu une croissance économique cette année, 2,5 %. Le PIB devrait être plus élevé que celui des États-Unis à la fin de la décennie en 2028. Voilà donc les prévisions. Est-ce que les États-Unis pourront se remettre économiquement de la pandémie? Il y avait de bonnes ententes économiques avec 14 pays, y compris le Japon, l'Australie et le Canada. La Chine, j'ai pas besoin de vous le dire, mais la Chine est un défi pour les États-Unis et cela aura une incidence sur les alliés américains. Est-ce que les États-Unis, grâce à des ordres exécutifs, iront de l'avant sans consultation, imposera des sanctions à leurs adversaires? Et que dire des infrastructures en énergie? Le but, c'est non seulement de sanctionner les adversaires, mais d'utiliser des mesures unilatérales pour que en ayant à l'esprit, les alliés. Les ennemis des États-Unis seront sanctionnés, mais les alliés en souffriront peut-être. Donc, il faut tenir compte des ressources et des moyens des alliés américains pour éviter toute confrontation. L'interprète vous signale que le son est loin d'être idéal pour une fidèle interprétation. On parle d'une plus grande intégration entre la Russie et l'ouest de l'Europe. Un pipeline est construit au nord de l'Europe pour transporter le gaz vers l'Europe occidentale. Est-ce qu'on doit sanctionner ceux qui construisent ces gazoducs? Il y a beaucoup d'entreprises européennes, une centaine, qui doivent respecter les sanctions imposées par les États-Unis. Et 12 pays sont touchés par ces sanctions. Et la Russie considère que ces sanctions sont illégales. Il ne s'agit pas simplement de faire face à la Russie et à la Chine, mais se rendre compte que le Canada et les États-Unis vont devoir créer de solides alliances. Il y a également ce qu'on appelle la guerre hybride, les zones grises. Il y aura des stratégies avec les États-Unis et ses partenaires, mais il y a des faiblesses et des problèmes au niveau de la reddition de comptes et la transparence. Ils ont davantage de force à l'extérieur du pays que de diplomates. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la diplomatie est une grande partie de la solution. Naturellement, tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça ne découle pas seulement de Donald Trump, mais de ce qui est arrivé après le 11 septembre. Ceux qui travaillent à Ottawa savent que ça fait quelques années qu'on n'a pas de bons ambassadeurs américains au Canada. Donc, une partie du problème, c'est que les États libéraux démocrates tendent à être plus autoritaires ou autocratiques, autocrates. Et que dire donc de l'impact de cela sur les institutions qui ont vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale? Il y a beaucoup de thèmes intéressants ici. J'ai organisé le tout en 3
bloc en 3 étapes. Pouvez-vous faire une analogie? Évitons que, pensons que la planète est comme un grand quartier. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Est-ce qu'on est plus sécuritaire? Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce que c'est plus tranquille? Est-ce que vous voulez vivre là? Est-ce que vous voulez déménager ou pas? Qu'est-ce qui arrive donc avec ce grand quartier planétaire? Et lors du prochain thème, j'aimerais qu'on parle des règles de ce grand quartier planétaire. Et là, on parlera des institutions. Parlons plutôt du climat dans ce quartier planétaire. Anne, qu'est-ce qui arrive à l'échelle mondiale? C'est peut-être cliché, mais il y a le thème du jour, c'est-à-dire le cyberespace. C'est un territoire inconnu pour nous. Et les alliés, les Five Eyes, essaient d'être au courant des résultats des dernières recherches, les sciences sociales, les sciences humaines et les sciences sont présentes, mais il n'y a pas de grande orientation pour l'occupation du cyberespace. On aurait besoin d'institutions multilatérales ou d'autorités internationales dans ce domaine, car ça préoccupe beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de travaux sur l'intelligence artificielle, entre autres ici à Waterloo, et l'intelligence artificielle multiplie les contenus et peut développer du contenu. Maintenant, on dépend tous de l'Internet, surtout pendant le confinement, mais on utilise également les médias sociaux pour obtenir de l'information. Donc, cela m'amène à la deuxième inquiétude, la désinformation et la mésinformation. Je constate que dans beaucoup de conflits, il y a polarisation, division en raison de cela. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact des réseaux sociaux sur le sol canadien. On a vu ce que cela a donné aux États-Unis et dans beaucoup de pays d'Afrique à l'heure actuelle, au Moyen-Orient, au Yémen et même au sud-est de l'Asie. Il y a une certaine stabilité, mais je pense que ce domaine est préoccupant. Deuxièmement, l'Europe. Qu'arrivera-t-il après le Brexit? La Grande-Bretagne en a vu d'autres par le passé et passera à travers cela aussi. Il y a beaucoup de plans de reprise avec les vaccins, des mesures économiques, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain pour que la Grande-Bretagne retrouve sa grandeur d'avant Brexit. Et cela inquiète l'Europe. On n'a toujours pas de bon plan post-Brexit. Il y a la position de l'Allemagne et la personne qui se présente après Merkel. L'Allemagne, c'est quand même un élément de stabilisation, mais il y aura beaucoup de gens ou des politiques tout azimut en Europe. L'Union européenne aurait pu profiter des efforts pour les normes en données numériques pour devenir solidaire et aurait pu atteindre des sommets avant la pandémie et avant le Brexit. Il y a diverses organisations qui ne savent plus vers où se tourner. Les Nations unies se rendent compte qu'il y a beaucoup de coûts qui ont été réduits en raison de la pandémie. Par exemple, l'utilisation des édifices comme l'édifice des Nations unies à New York. David,
D'après vous, qu'est-ce qui se passe dans ce grand quartier qu'on appelle la planète Terre? Écoutez, vous voulez parler des gangs à New York ou qui essaient d'étendre leur territoire? Et il y a des forces sous-jacentes, la Chine, la Russie. Il y a donc des foules qui ont leur propre territoire, des groupes dans notre quartier. Eh bien, on a ces intimidateurs, ces groupes d'intimidation. Et cela a eu un impact quand même sur la vie des Canadiens. On a dû fermer les frontières parce que les États-Unis n'ont pas fait face à la pandémie. Et on a craint qu'il y ait des troupes américaines le long de la frontière. Mais regardons de plus près ce rapport. L'administration Trump avait une stratégie de partage, entre guillemets, des institutions, comme par exemple l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et l'accord de libre-échange que nous avons avec les États-Unis et le Mexique. C'est devenu donc un établissement ou une institution partagée en une occasion pour les États-Unis d'étendre leur pouvoir. Ainsi, je pense qu'on n'est pas vraiment gagnant avec l'accord de libre-échange, car les Américains s'imposent et essaient d'effriter notre souveraineté en disant qu'on n'a pas le droit d'avoir des accords de libre-échange, par exemple, avec la Chine. Donc, ils essaient d'imposer leurs approches. Il faut naturellement comprendre que les États-Unis étaient en tête, étaient en compétition avec la Chine. Il y aura une collaboration, mais il y aura également une concurrence avec la Chine plutôt que d'avoir un conflit. Qu'est-ce que cela signifiera? Je ne sais trop. Mais comme Anne l'a dit, les institutions traditionnelles ne fonctionnent plus comme avant. Et c'est parce qu'on n'a pas pu leur insuffler une nouvelle énergie. On dit qu'on va renforcer ces institutions, mais on n'a même pas encore de siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Les Américains ont voulu façonner l'ordre international à leur guise. Vous savez, menacer de sanctions, c'était une chose, mais que dire des activités criminelles des États-Unis en Afghanistan? Il faudrait peut-être faire appel à la Cour internationale de justice. Aux États-Unis, on voit la pandémie et à l'échelle mondiale, on voit cette pandémie et la récession économique malgré la croissance de la Chine. Il y a les changements climatiques, la mésinformation et historiquement, on fait appel à nos institutions internationales pour réagir comme les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OTAN, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait un rôle important à jouer après la Seconde Guerre mondiale. Parlez-nous donc de ces institutions. Est-ce que ces institutions peuvent aider le Canada à survivre à côté de ce voisin? Habituellement, on travaille via ces institutions et on les renforce
pour nous aider à résoudre ce genre de situation? Est-ce que ces institutions sont suffisantes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont assez solides pour qu'on puisse compter là-dessus en 2021? Quand on parle des Nations unies, il faut faire une distinction entre ces corridors diplomatiques et les agences elles-mêmes qui sont sur le terrain. Et elles sont limitées par certaines politiques qui sont décidées dans ces corridors. Vous savez, les outils dans la boîte à outils doivent être renouvelés. Il y a des outils qui ont été mis sur les tablettes et qu'il faut aller chercher. David a parlé de la diplomatie tout à l'heure. Ça fait 25 ans que je vis à l'extérieur du Canada et partout sur la Terre, j'encourageais le dialogue, les discussions et j'ai vu d'autres processus de médiation. On n'en entend pas beaucoup parler. Ce sont des choses qui se font en coulisses et qui sont appuyées par ces institutions. Mais ça fonctionne. Et ce qui fonctionne également, c'est l'appui national, et que ce soit de façon directe ou indirecte. Essayons de penser à un équilibre. Aujourd'hui, la balance, en tout cas depuis 10 ans, pèse beaucoup ou compte beaucoup sur les interventions nationales directes. Il va y avoir du mini-latéralisme, des coalitions et de la diplomatie. Il faut se demander si les instruments nationaux sont suffisants ou comment on va utiliser ces efforts nationaux à l'avenir. L'éducation au Canada, par exemple. Les établissements multilatéraux ne traitent pas d'éducation, mais à mon avis, ce sera super important à l'avenir. La diplomatie également. Le Canada a un gros rôle à jouer au chapitre de la diplomatie et c'est la raison pour laquelle on m'invite souvent autour de la table. Le Canada a de solides valeurs, on est un État de droit et il a fallu, au fil des ans, s'améliorer pour que tout cela fonctionne bien. Et les gens s'inspirent de nos politiques d'immigration, notre structure de fédéralisme, le fédéralisme asymétrique. Il faut promouvoir ces valeurs sur le plan diplomatique. Donc, depuis 10 ans, on a vu que l'on pouvait utiliser le pouvoir national, entre guillemets. Il va falloir également compter sur les instituts qu'on appelle sous-régionaux, qui sont aujourd'hui pas très efficaces, qui tirent des leçons, comme par exemple ASEAN, qui est très à l'avant-garde. Naturellement, on parle ici de science, on parle ici d'éducation. Des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, Taïwan et autres ont beaucoup profité de ces outils. Donc, on ne veut pas abandonner ces organisations, mais ces organisations reposent sur des moyens qu'il va falloir changer. Même les règles de la diplomatie évoluent. Il faut promouvoir, en fait, la démocratie. David, comment percevez-vous nos institutions et dans quelle mesure ces institutions peuvent nous aider à gérer la conjoncture internationale? Il s'agit de nos institutions. On voit qu'il y a d'autres institutions qui font maintenant concurrence.
On ne comprend pas tout, on ne reconnaît pas ce multilatéralisme, mais il y a d'autres ordres qui sont mis sur pied par de grandes puissances. Et ça, c'est parce que les Américains ont voulu refaçonner le monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on continue à se fier à ces institutions qu'il faut renforcer. Et si les États-Unis ne veulent pas le faire, ils ne pourront pas maintenir la cadence et ne pourront plus influer sur l'ordre mondial. Mais il y a de nouvelles institutions qui sont proposées, des banques d'infrastructures, par exemple, auxquelles le Canada fait partie. La Chine, entre autres, a ses propres rapports économiques et politiques en Asie et dans la région du Pacifique. Il y a des groupes commerciaux qui excluent le Canada. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a d'autres pays qui mettent sur pied des institutions. Il ne faut pas se demander si c'est vrai ou pas. Il faut plutôt se demander si des pays comme le Canada, qui s'en remet à une architecture institutionnelle créée par les États-Unis, pourra interagir ou faire partie de cette nouvelle infrastructure institutionnelle. Résumons donc, si je vous comprends bien, vous nous dites, et il y a ici des gens d'Affaires mondiales Canada, des gens d'immigration réfugiés, des gens du domaine international, et ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est que les établissements comme l'ONU, l'Organisme mondial de la santé, le Fonds monétaire international, l'OTAN, etc., ont joué un rôle important après la Seconde Guerre mondiale, dans l'après-guerre, et maintenant il y a des institutions concurrentes, et donc ces institutions traditionnelles n'auront pas un rôle aussi important à jouer que par le passé. Réponse, c'est ce que je dis justement. C'est mon argumentaire. Je ne sais pas si les gens seront d'accord, on peut en débattre. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des institutions rivales qui sont mises sur pied. Ce sont des institutions émergentes, mais elles satisfont ce besoin des nouveaux pouvoirs comme la Chine et la Russie et leur coalition. Et on essaie d'attirer les membres des institutions traditionnelles. Est-ce que je peux avoir votre réaction? Vous avez, je crois, dit le contraire. Vous avez dit qu'il fallait donner un nouveau souffle à ces institutions traditionnelles pour qu'elles s'acquittent de leurs tâches. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion que nous a présentée David, disant que ces institutions ne devraient pas être celles sur lesquelles le Canada repose à l'international, mais devraient plutôt se rapprocher de ces nouvelles institutions? It's a bit of each camp that I'm going to focus on. The first thing is a hard review, but we cannot apply a hard review or initiate a hard review unless we've got some good direction, some objectives. Sans avoir de belles orientations, établir des objectifs, c'est la première chose pour le Canada. Quels sont les résultats que nous aimerions voir? Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans le monde? Parlant des objectifs, il ne s'agit pas de promouvoir un examen stratégique très complexe. Ce n'est pas nécessaire. Nous avons des analystes dans toutes les agences qui travaillent sur les questions de la sécurité, le domaine international au Canada. Il faut que ce soit mis à jour. Nous avons des unités qui surveillent ce qui arrive à l'horizon. Qu'est-ce que ça signifie pour les résultats? Dès qu'on aurait quelques balises, peut-être 3 à 4, l'objectif devient réalisable. Ensuite, nous pouvons réexaminer
le contexte actuel dans un monde multilatéral. On aimerait bien garder certaines choses, une forte présence, même renforcer notre présence dans l'Arctique, ce qui nous regroupe avec des partenaires qui pensent comme nous et certains partenaires difficiles. Nous aurons une présence forte dans les systèmes onusiens qu'il faudrait approfondir selon la manière qu'ils appuient ces objectifs stratégiques. La présence diplomatique au Canada, les infrastructures diplomatiques pour avoir un soutien national direct, l'application des instruments nationaux, tout ça serait peut-être nécessaire dans cette boîte d'outils. Être présent lors des discussions, avoir ce discours stratégique à partager. Ce genre de discours sont importants lorsqu'on parle de programmes stratégiques comme l'initiative LC, FIAP, ce qu'on essaie de faire au niveau des programmes. Parfois, c'est perdu sur le plan mondial. Il nous faut des messages stratégiques qui se cadrent à certaines organisations à l'échelle mondiale avec une présence diplomatique forte. On va changer un peu de cap. J'aimerais profiter de votre expertise. Vous avez beaucoup étudié le domaine des affaires internationales. Vous êtes des chercheurs, vous voyez comment différents pays participent dans cet ordre de choses. À votre avis, je pose la question de quels sont les intervenants puissants, sages sur la scène internationale qui peuvent peut-être donner des leçons au Canada. Par exemple, on peut dire si on se comportait comme Singapour dans tel domaine, ou comme Israël, ou comme le Danemark dans tel domaine, ça serait utile pour le Canada. Selon vous, quels sont les pays qui exercent une influence significative? Des choses que nous, les responsables des politiques au gouvernement du Canada, là où nous pouvons tirer quelques leçons, savoir comment mieux gérer les choses, en commençant avec vous, David. Quel pays admirez-vous? Depuis longtemps, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Angela Merkel et son leadership. L'Allemagne a traversé une période très difficile, et surtout la question de l'implosion de l'Ukraine et l'intervention subséquente de la Russie dans certaines parties de l'Ukraine. Je crois qu'elle a très bien géré ce dossier. Il y a eu des réunions entre deux camps et je crois qu'elle est un leader très important en Europe. Récemment, son administration a fait face à Donald Trump sur la question des sanctions. Je suis un peu désolé qu'elle part. Elle sera difficile à remplacer. Alors je mettrai l'Allemagne au sommet de ma liste. Le problème, lorsqu'il s'agit d'imiter ce genre de pays, je ne dirais pas que le Canada soit seul. Mais le Canada n'a pas les mêmes cadres institutionnels comme l'Union européenne. Bon, le Royaume-Uni, c'est de l'autre côté de l'échelle. C'est difficile de comprendre comment ce pays a choisi de se comporter de cette manière. Boris Johnson, je crois qu'il a été exécrable comme leader. Je sais qu'il ne faut pas aller dans un sens trop politique. Bon, il y aura une reprise économique, mais c'est un pays qui s'est écarté de l'architecture sécuritaire. Un pays qui s'est bien porté avec la pandémie, comme la France, malgré le fait qu'au début c'était un peu difficile. Je sais qu'on peut parler des États nordiques, mais ils ont une présence plus isolée dans le monde. Moi, c'est surtout l'Allemagne. C'est un pays qui a organisé ou qui a accueilli presque 400 000 réfugiés, avec pas mal de réussite. Je crois que techniquement, on ne peut pas parler de réfugiés, ce sont des demandeurs d'asile.
Toutefois, on a pensé que l'Allemagne allait s'écrouler devant cette pression. Ça n'a pas été le cas. C'est un pays qui a un leadership exemplaire. Les États-Unis font tout pour abaisser l'Allemagne. Les Américains n'aiment pas qu'il y ait une forte relation entre la Russie et l'Allemagne. Je les mettrai en haut. Il y a d'autres pays qu'on peut choisir, mais voilà. Je crois que l'Allemagne a une avance par rapport à ces pays. Oui, l'Allemagne, en plus, le rôle intéressé que tout le monde doit jouer, comme David a bien dit, genre, un rôle de médiation. Ils essayent de réunir différents intérêts, de juguler différentes pressions, différentes réalités de la scène mondiale. Ils essaient de jouer un rôle de médiateur. Si on n'a pas de médiateur, que ce soit des personnes, des pays, des institutions, les conflits risquent de s'aggraver, s'intensifier. L'Allemagne a certainement joué ce rôle, au moins depuis 10 ans. Anne, quant à vous, ceux qui étudient les politiques internationales, quel pays devrait nous intéresser davantage? Les gens, même si on ne les copie pas systématiquement, des gens qui peuvent nous donner certains conseils. Je crois que David vient de mentionner les 3 premiers pays que j'aurais mentionnés. Mais en plus du leadership d'Angela Merkel en Allemagne, je crois qu'elle a donné quelques leçons à l'Allemagne, à l'Union européenne, que c'est parfois bien de tomber sur son épée. Je crois qu'elle a fait du bon travail. Il faut savoir encaisser. Il y a eu un impact sur la manière dont les autres pays européens ont géré les politiques. Je crois que les Pays-Bas m'ont toujours impressionné, ce qu'ils ont fait avec le système d'éducation, la formation professionnelle, la culture. Tout ça a été très impressionnant. Ils jouent un rôle primordial sur le plan diplomatique également, avec la Norvège. Dans cette course, un pays dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'Indonésie. C'est un pays très intéressant. Ils ont su comment surmonter les graves difficultés par la gestion des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Donc, toutes les périodes de récession économique, ils ont profité de la puissance de ces PME et les autres ont essayé de les copier. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 modèles économiques en concurrence. Les 2 ont été positifs d'une certaine manière. Un modèle moins révolutionnaire avec le paradigme de la paix et l'autre qui est plus autoritaire, plus relié au communisme. Le modèle de l'État de développement et l'État démocratique. Il y a certains pays qui veulent apporter des réformes, qui essayent d'emprunter différents éléments de ces 2 modèles. Et c'est là où il y a beaucoup de conflits. Comme décideurs, nous devrons reconnaître les distinctions dans ces modèles. Un modèle marche lorsqu'on fonctionne dans un contexte très homogène avec une bonne stratégie, un bon leadership sur le plan national, le financement extérieur et intérieur. Mais les pays diversifiés, parfois il y a beaucoup de divisions qui essayent d'importer ce modèle suite à l'expérience asiatique. Et ça ne marche pas parce qu'il faut un gouvernement central très fort, une présence sécuritaire très forte. Et il y a un impact sur la situation démocratique dans différents pays. Bon, nous avons beaucoup parlé du Canada avec un regard vers l'extérieur. J'aimerais inverser un peu
la donne. C'est le regard que le monde porte sur le Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire quel regard la plupart des pays ont sur le Canada? Si vous êtes dans une capitale européenne ou une capitale asiatique ou latino-américaine, quelle perception avez-vous du Canada? Est-ce que nous avons certains avantages qu'on peut renforcer pour promouvoir nos propres intérêts? Je commence avec vous, David. Quel est un leader mondial ou une capitale mondiale typique? Quelle est la perception du Canada en ce moment? Bon, malheureusement, j'apporte toujours les mauvaises nouvelles. J'espère que Anne va peut-être équilibrer les choses. Mais je dirais qu'un bon indicateur de la perception du Canada, c'est le fait que nous n'avons pas pu obtenir un siège au Conseil de sécurité. Greta Thunberg a participé à une campagne de correspondance qui disait que le Canada ne devrait pas avoir un siège. C'est une coalition de différents partis intéressés, surtout des personnes qui s'occupaient des questions israélo-palestiniennes. Mais je ne crois pas que c'est ça la perception du monde. Mais je parle d'une situation typique, un président typique dans un pays. Quelle est la perception? Je ne pense pas que le siège au Conseil de sécurité sera la première chose à laquelle nous allons penser. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer l'impact de ce changement d'un pays pacifique qui maintient la paix. On nous perçoit comme un pays qui est entériné dans la zone d'influence américaine. La personne moyenne au Canada, dans le monde ne voit pas des choses de cette manière. Mais malheureusement, ils ne pensent pas que nous sommes une partie importante dans les relations internationales. Si on est pris dans une rivalité entre le Canada et entre la Chine et les États-Unis, c'est parce que nous ne sommes pas à l'extérieur. Ils ne nous voient pas comme une menace comme telle, mais parce que nous pouvons être le moyen vers un objectif. Il y a eu l'extradition de Meng Wanzhou et ils nous punissent à cause de l'action de notre grand allié, les États-Unis. Je pense que c'est la relation avec les États-Unis qui définit notre perception. Jadis, on était perçu comme un pays indépendant. On ne peut pas signer une entente de libre-échange avec l'Inde ni la Chine. Nous ne participons pas à cet accord commercial avec 15 pays en Asie. Je pense que le siège au Conseil de... Bon, allez-y, Anne. David joue au Cassandre. Est-ce que vous allez être Poliane ou vous allez continuer à être négatif quant à la perception du monde du Canada? Bon, ce ne sera pas tellement positif, mais je vais vous dire honnêtement ce que je pense. J'ai passé 25 ans à l'extérieur. Je suis très fier d'être canadienne. Je suis fier de mes racines. Donc, je vais commencer avec le terme confus. Je crois que les gens sont confus face à nous. Les gens nous ont parlé de la belle qualité de vie au Canada. Nous sommes perçus comme des bonnes personnes. Nous sommes appréciés. Je ne vais pas parler de respect tout de suite, mais je crois que les gens acceptent nos valeurs et nous perçoivent avec beaucoup d'enfis. Ils nous envient, nous respectons les valeurs. Les gens voient les choses dans les médias sociaux. Le 1er juillet, lorsque les gens se regroupent à Ottawa, les visages peinturés, et c'est des gens qui viennent de différents horizons. Et c'est excellent. Mais ils sont confus parce qu'ils se demandent pourquoi ils ne sont pas ici autour de la table. On aurait aimé
entendre leur voix dans ce genre de discussion. Nous savons que c'est ce que le Canada représente, mais où sont les Canadiens autour de cette table? Donc, je crois que les gens ont l'impression qu'on s'est un peu écarté du processus. Les belles choses dont nous parlons ne sont pas concrétisées. Il n'y a pas d'activité sur le terrain. Nous risquons d'être écartés. Souvent, on parle de maintien de la paix. En ce moment, nous avons très peu de responsables dans ce domaine, surtout au niveau de la préparation, la lutte contre la pandémie. Nous pouvons jouer un rôle de leadership. Notre problème, bon, la relation canado-américaine, comme David a dit, est très importante. Un élément solide, c'est l'aspect défense, la relation entre les deux services militaires. Mais il y a des problèmes d'interopérabilité, l'équipement, la capacité de surveiller, de contrôler nos zones polaires pour assurer notre souveraineté, que ce soit en mer, dans les airs, les types d'avions qui rentrent dans l'espace aérien américain. Il faut régler ces problèmes. Sinon, il peut y avoir des répercussions sur cette belle relation. J'ai travaillé avec les Nations Unies, l'Union africaine. C'est toujours bien d'avoir un Canadien autour de la table. Mais parfois, nous ne sommes pas financés par le Canada. Nous ne sommes pas appuyés par le Canada dans ses rôles. Le Canada a des gens très bien éduqués, avec de belles perspectives avant-gardistes et de grandes compétences diplomatiques. Ils savent comment mobiliser les connaissances, ils savent comment partager les politiques. Je crois que nous devrons le faire davantage. La diplomatie, c'est toujours une bonne idée, même dans des contextes difficiles. Il faut effacer cette confusion. Il faut tout redynamiser et peut-être éviter l'absolutisme. Oui, la Grande-Bretagne a beaucoup de problèmes en ce moment, mais ils savent comment naviguer dans cette zone grise. Ils ont beaucoup de pragmatisme lorsqu'ils traitent avec des partenaires difficiles. Nous devrons faire beaucoup de courage. C'est un monde, c'est un gros monde un peu effrayant. Nous sommes un petit pays d'environ 38 millions de personnes. Nous sommes en train de frayer notre chemin. J'aimerais remercier le professeur Anne Kamen et Fitzgerald. Ils nous ont aidés à voir comment le Canada peut trouver son chemin dans ce nouvel ordre mondial qui change tout le temps pour nous. Il semble que ces changements sont très profonds en ce moment. Quant à moi, j'ai l'impression que c'est notre moment comparable à la période après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on va aller à gauche, à droite, vers l'avant, vers l'arrière? Et c'était bien de passer ce moment avec vous pour lancer ces discussions. Donc, Anne et David, merci pour votre temps, de votre expertise. Merci d'être des amis de la fonction publique du Canada. Merci.